Bonjour à tous et bienvenue pour une autre contribution destinée aux élèves du bac 1. Donc je vous rappelle que sur la chaîne vous avez une playlist qui est essentiellement consacrée à la physique du bac 1. Vous avez des cours, des séries d'exercices corrigés. Et maintenant je vais vous proposer un devoir relativement simple sur la première partie. Donc toujours essayez de faire d'abord votre propre corrigé avant de regarder la solution. Donc je propose en chimie deux exercices, très classiques sur le calcul de la quantité de matière, relation entre la quantité de matière, masse volumique et la densité. Ensuite deux exercices de physique, un exercice relativement simple et très classique sur le calcul de la vitesse de rotation des aiguilles d'une montre et de leur vitesse linéaire, et enfin un exercice un peu pour les meilleurs d'entre vous où je vais vous présenter des choses nouvelles, c'est-à-dire comment à partir des données graphiques, on vous propose un graphe, comment déterminer des grandeurs physiques à partir du graphe. Donc il s'agit d'un solide qui démarre d'un point O avec une vitesse initiale V0 et à partir d'un dispositif expérimental, on mesure la vitesse pour chaque position X et on trace V carré en fonction de X. On vous dit déterminer l'expression numérique à partir de ce graphe, d'accord, qui est lié dans le schéma suivant. Trouver la valeur V carré en fonction de X. Ensuite, appliquer le théorème d'énergie cinétique entre O et un point M quelconque d'abscisse X et déduire l'expression cette fois-ci littérale, c'est-à-dire comment varie V carré en fonction de X à partir du théorème d'énergie cinétique. Et en comparant les deux résultats, vous allez déduire la force de frottement et la vitesse initiale. Dernière question, on vous dit au point X égale à 0,5, donc X égale à 0 c'est au point O. Une fois que le solide a parcouru 0,5 mètres, on vous dit l'énergie mécanique est égale au double de l'énergie cinétique. À partir de cette information, déduire le plan de référence de l'énergie potentielle, c'est-à-dire en quelle position on a pris une énergie potentielle égale à 0. Est-ce que sur ce plan, on a un point X ici, ou bien au plan X égale à 0. Donc voilà, à vous de travailler et bloquer la vidéo et regarder la solution plus tard. Bien. Commençons par le premier exercice. Donc je disais, c'est un exercice très simple, tout le monde doit le faire. C'est juste comment calculer la quantité de matière pour un matériau donné. En particulier ici, on vous donne la vitamine C, que pas mal d'entre vous ont bu. On vous dit la vitamine C possède une masse, calculez la masse molaire de la vitamine C. On vous donne son expression, 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc 6 fois la masse molaire du carbone, plus 8 fois la masse molaire d'hydrogène qui est 1 gramme, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, vous allez trouver 176 grammes par mol. Quelle est la quantité de matière présente dans un comprimé de vitamine C de 500 mg? Bon, on vous donne la masse du comprimé et donc tout de suite pensez à la relation nombre de mol qui est la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc les deux sont en grammes, les deux il faut l'exprimer dans la même unité, donc celui-là est en grammes, celui-là est en milligrammes, donc faire très attention aux unités. Donc il faut transformer 500 mg en 0,5 g et ça vous donne 2,84 10-3 mol. Ensuite on vous dit en déduire cette fois-ci le nombre de molécules présentes dans ce comprimé. Combien de molécules de cette forme-là présentes dans un comprimé de 500 mg? Faites très attention ici. Donc là il faut se rappeler quelle est la relation entre le nombre de moles et le nombre de molécules. Donc une mole contient n Avogadro molécules. Voilà la relation de base. Donc X mol contient n atomes. Vous faites règle de 3 et ça vous donne le nombre de molécules. C'est le nombre de moles, c'est le nombre de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Donc le nombre de molécules, c'est le nombre de moles multiplié par le nombre d'Avogadro qui est 6,02 10 puissance 23 multiplié par la quantité de matière et ça vous donne à peu près 17 fois 10 puissance 20 molécules. Donc voilà, exercice très classique, très simple. Deuxième exercice, on vous dit deux échantillons, un le platine, voilà il est schématisé ici, et l'autre de densité 21,5. Platine c'est un solide, donc sa densité est calculée par rapport à l'eau,
et l'autre le paraffine de formule C25H52. Ont tous les deux une masse d'1 kg. Platine 1 kg, paraffine 1 kg. Première question, qu'appelle-t-on masse volumique de la paraffine? D'une façon générale, qu'appelle-t-on la masse volumique et quelle est son unité? Donc masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Donc la masse volumique d'un objet, c'est tout simplement la masse d'un échantillon de volume égal à 1. Donc si vous prenez V égale à 1, vous allez trouver ρ égale à la masse. Donc la masse volumique, c'est la masse d'un échantillon de volume égal à l'unité. Donc il s'exprime soit en kg par litre, grammes par millilitre ou grammes par centimètre cube pour les gaz. Donc c'est la masse, voilà, masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc si le volume est égal à 1, vous avez ρ est égal à m. Donc ρ, c'est la masse d'un volume égal à l'unité. Quelle est la quantité de matière contenue dans chaque échantillon? Donc là, on vous donne le platine, mais qu'est-ce qu'on vous donne aussi? On vous donne sa masse, c'est 1 kg. Bien, donc on peut déterminer, on vous donne aussi la masse molaire du platine, donc je peux déterminer la masse par la relation classique, petit m sur la masse molaire. Donc la quantité de matière, donc c'est la masse, c'est 1 kg, divisé par la masse molaire, donc 1 kg, vous voyez, je l'ai transformé en grammes, parce que la masse molaire, elle est en grammes. Et ça vous donne 5,126 mol. De même chose pour la paraffine. La masse de la paraffine, c'est 1 kg. Sa masse molaire, il faut la calculer, c'est 25 fois la masse molaire du carbone, plus 52 fois la masse molaire de l'hydrogène, et vous allez trouver 352, et ça vous donne 2,84 mol. Quel est le volume de l'échantillon du platine? Donc là, vous voyez qu'on n'a pas encore utilisé la densité, et c'est bien le moment. Donc pour déterminer le volume, on connaît la masse, il faut déterminer la masse volumique. Pour déterminer la masse volumique, il faut toujours penser à la densité. Donc la densité c'est 21,5, donc je vous rappelle que la densité c'est ρ divisé par ρ de l'eau. Donc si je prends ρ de l'eau 1 kg par litre, donc la densité ce sera 21,5 kg par litre. Kilogramme ici, attention il y a une erreur, c'est kg par litre. Donc c'est 21,5 kg par litre ou bien grammes par millilitre, c'est la même chose. Or, ρ c'est égal à la masse sur le volume. On sait que la masse c'est 1 kg de l'échantillon. Je connais sa masse volumique, donc je peux déterminer son volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Là aussi il faut faire très attention. Vous avez ici c'est kg par litre, donc il faut exprimer la masse en kilogrammes. D'accord, c'est 1. Et ça vous donne 0,046 litres, ça veut dire 46,5 millilitres. L'échantillon paraffine, cette fois-ci, a un volume de 1,2. Est-ce qu'il est plus dense ou moins dense que le platine? Autrement dit, il faut calculer sa densité. Et pour calculer sa densité, il faut calculer sa masse volumique. Donc la masse volumique, je sais que je connais la masse, mais on me donne le volume, donc je peux déterminer tout de suite la masse volumique de la paraffine. Donc 0,833 kg par litre. Donc sa densité, c'est ρ sur ρ de l'eau qui est 1 kg par litre. On simplifie par les unités et ça vous donne une densité de 0,833. Donc la paraffine est moins dense que l'eau. Si vous la mettez dans l'eau, elle va être soulevée, d'accord? Maintenant, par rapport au platine, c'est encore moins dense, beaucoup moins dense que le platine est plus dense plutôt, c'est-à-dire paraffine beaucoup moins dense que le platine, parce que, vous voyez ici, la densité c'est 21, alors que pour la paraffine, il n'est que de 0,8. Donc la platine coule dans l'eau, celui-là va être à la surface de l'eau. Passons à l'exercice 3 qui est calcule la vitesse angulaire de chaque aiguille. Donc là, la seule chose, il suffit de savoir pendant un tour complet, quelle est la durée qu'a parcouru chaque aiguille, la durée de chaque aiguille pour faire un tour complet. Un tour complet, bien sûr, c'est de pi. Maintenant, bien sûr, voilà, la vitesse angulaire, c'est delta de θ sur delta t. Donc, si delta de θ égale à 2pi, c'est-à-dire un tour complet, pour l'aiguille 10 minutes. Donc, voilà l'aiguille 10 minutes. Il va faire combien de minutes pendant un tour complet? Il va faire, donc vous avez 5, va faire 60 minutes. Donc, vous voyez, de là à là, c'est 5 minutes, et ainsi de suite. Donc, vous avez 60 minutes. Autrement dit, pendant 1 heure, l'aiguille qui indique les minutes va faire un tour complet. 60 minutes, c'est 3600 secondes.
Donc vous déterminez la vitesse angulaire de pi sur 3600, qui est l'unité bien sûr, c'est le radian par seconde. Donc pour les heures d'aiguille, des heures, il va faire un tour complet pendant combien? Pendant 12 heures. Donc il va faire un tour complet pendant 12 heures. Et donc delta T c'est 12 heures. Donc 12 fois 3600, ça va dans ce chiffre. Vous faites 2 pi sur ce chiffre et ça va dans 0,15, 10 moins 3 radians par seconde. Et pour les secondes, il va faire un tour complet en 1 minute, c'est-à-dire 60 secondes. Et donc vous avez directement oméga, c'est 0,1 radian par seconde. Après, on vous donne la longueur de chaque aiguille et on vous dit de déterminer la vitesse linéaire. Donc la vitesse linéaire, bien sûr, c'est R fois oméga ou bien la longueur fois oméga. Je vais les calculer juste pour une aiguille, c'est la même chose pour les autres. Pour par exemple l'aiguille des minutes, on vous donne la longueur, c'est 1,7 mm. Donc en mètres, c'est 1,7 10 moins 3. Vous les multipliez par oméga, radian par seconde, et ça vous donne une vitesse en mètres par seconde. Maintenant, je passe à l'exercice un peu intéressant, c'est on vous donne une courbe, voilà, y en fonction de x, et on vous dit de déterminer l'équation de cette courbe. Donc la première chose qu'il faut remarquer, c'est cette courbe, il est comment? C'est une droite. Donc c'est quoi l'équation d'une droite? C'est y, or ici c'est v carré, donc à la place d'y c'est v carré, voilà, est égal à x plus b, là c'est x. Donc qu'est-ce qu'il faut déterminer? Petit a et petit b. Donc pour déterminer petit b, c'est très simple, vous posez x égale à 0. Donc si x égale à 0, voilà petit b, c'est 1. Donc je détermine tout de suite b égale à 1. Et pour a, il faut déterminer la pente. Donc le plus simple, c'est de prendre toujours des points qui sont clairs. Par exemple celui-là, voilà, je connais exactement les coordonnées de ce point. Hein, ils sont clairs, c'est 9 et 1. Les coordonnées de ce point, c'est 0 et 1. Donc je peux déterminer a, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire 9 moins 1 divisé par 1 moins 0. Et ça vous donne 8. Là, on travaille toujours avec les unités internationales. Et vous avez v carré égale à 8x plus 1. Donc ça, c'est l'équation numérique de cette courbe. Bien. Maintenant, on vous dit, utilisez le théorème d'énergie cinétique entre le centre O et un point M quelconque. Voilà, je prends le point M ici, d'abscisse x, et déterminer v carré, l'expression cette fois-ci littérale. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème d'énergie cinétique? D'abord, quelles sont les forces qui s'exercent? Vous avez le poids, bien sûr, qui est perpendiculaire au plan. Vous avez la réaction qui est perpendiculaire au plan horizontal. Et vous avez bien sûr une force de frottement qui est collinéaire et dans le sens opposé du mouvement. D'accord? Bien. Donc l'énergie cinétique, là on est en cas de translation. Là aussi toujours il faut indiquer ce que vous êtes en translation et en rotation. Parce que l'énergie cinétique en translation c'est 1 demi mv carré alors qu'en translation c'est 1 demi j oméga carré. Donc je rappelle le théorème d'énergie cinétique. L'énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale, c'est la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur le solide. Donc il faut calculer le travail du poids, de la force de frottement, de la réaction entre 0 et le point M d'abscisse X. D'accord? Voilà, entre le point M et le point M d'abscisse X. Prenons un par un. Donc le travail de la force de frottement, c'est très simple. C'est la force scalaire, le déplacement qui est OM. Donc la force, elle est dans ce sens, OM dans le sens opposé. Donc c'est le module de F qui est petit f, fois le module de M qui est x, fois cosinus pi, c'est moins 1. Le travail de la réaction, c'est nul parce qu'elle est perpendiculaire au déplacement. Et le travail du poids, c'est mgh. H, c'est z initial moins z final. Donc h, c'est cette hauteur. Mais on ne me donne pas h, par contre, on me donne alpha, qui est le même ici, et on me donne x. Donc je vais l'exprimer h en fonction de alpha et x. Vous avez sinus alpha est égal à h sur x. Donc le travail du poids, c'est mg fois x sinus alpha. Voilà, j'ai calculé tous les travaux, il suffit de remplacer maintenant. 1 demi mv carré moins 1 demi mv0 carré, c'est le travail du poids, plus le travail de la force de frottement. Donc on va multiplier par 2 sur m partout. Je ramène v0 carré de l'autre côté, et vous avez l'expression finale, v carré, c'est v0 carré, plus une constante fois x. Vous voyez bien, c'est la forme ax plus b. Avec a, c'est 2 facteurs de j sinus alpha moins f sur m. Tout ça, c'est des constantes.
donc de la forme AX plus B. Donc par analogie avec l'expression V carré égale à 8X plus 1, je vais déduire tout de suite que V0 carré c'est égal à 1 et que 8 est égal à 2 facteur de X G sinus alpha moins F sur M. Donc ça veut dire V0 égale à 1, au carré égale à 1 et G sinus alpha moins F sur M est égal à 4 parce qu'ici vous avez un facteur 2. Donc V0 est égal à 1 et là vous déterminez F, bien sûr. F est égal à M facteur de G sinus alpha moins 4. On va dans la masse. Sinus alpha c'est 30. 10 fois 1 demi c'est 5. 5 moins 4 c'est 1. Et 1 fois M, la masse c'est 0,2. Et donc ça vous donne 0,2 newton. Donc même l'application numérique elle est très simple. Parce que sinus 30 c'est 1 demi. 10 sur 2 c'est 5. 5 moins 4 c'est 1. Et donc F est égal à M. Sauf que l'unité bien sûr c'est le newton. Maintenant, on vous dit au point x égale à 0,5, par exemple ici on a un point M quelconque, x égale à 0,5 ou bien celui-là, l'énergie mécanique est égale au double de l'énergie cinétique. Et à partir de cette donnée, il faut chercher où on a pris la référence de l'énergie potentielle. Question très intéressante. Bon, voilà, la donnée c'est quoi? L'énergie mécanique c'est 2 fois l'énergie cinétique. Or, l'énergie mécanique c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle est égale à 2 fois l'énergie cinétique moins l'énergie cinétique, ça veut dire l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle. Si vous remplacez l'énergie mécanique par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, on déduit facilement qu'en ce point, vous avez égalité entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, il suffit d'exprimer chaque énergie en ce point et vous allez déterminer référence. Donc, l'énergie potentielle, par définition, c'est mg fois h qui est z moins z référence, mgz, mais dans le cas général, c'est mzz moins z référence. Je remplace z par x sinus alpha, donc mg sinus alpha, facteur de x moins x référence. Bon, l'énergie cinétique, bien sûr, c'est 1 demi mv carré. Maintenant, il suffit de faire l'égalité. Pour x égale à 0,5, je connais l'expression de v carré en fonction de x. C'est 8x plus 1, vous remplacez x par 0,5 et ça vous donne directement v de x égale à 5. Donc, l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi multiplié par m fois 5, ça vous donne 0,5 joules. Or, l'énergie potentielle, c'est mg sinus alpha facteur de x moins x référence. Là aussi, les calculs sont très simples. Sinus alpha, c'est 1 demi fois g, 10, c'est 5. 5 fois 0,2, ça vous donne fois 0,1, pardon, 5, bon, faites le calcul, hein, ça vous donne 0,5. Ça vous donne 0,5 moins x référence. Tout ça, ça vous donne 0,5 en fait. Donc, sinus alpha, c'est 1 demi, fois g, c'est 5, voilà. 1 demi fois 0,2, plutôt, la masse c'est 0,2 fois 1 demi, c'est 0,1, fois 10, ça vous donne... oui. Donc voilà, on reprend le calcul tranquillement. Vous avez sinus alpha, c'est 1 demi fois 10. Donc 1 demi fois la masse qui est 0,2, ça vous donne 0,1. 0,1 fois 10, c'est 1. Donc tout ça, c'est 1 dans le système, l'unité internationale. Donc il vous reste l'énergie potentielle x moins x référence. X, c'est quoi? C'est 0,5. Donc il est égal à 0,5 moins x référence. Or, l'énergie cinétique, c'est 0,5. Donc ce qui implique x référence égale à 0. Donc où on a pris la référence? On a pris la référence en ce point. Ça veut dire ce plan, c'est le plan de référence d'énergie potentielle. C'est le plan horizontal passant par 0. Donc voilà pour ce petit devoir. J'espère que vous avez appris un certain nombre de petites astuces, surtout comment manipuler une courbe. Et ça va être très important pour vous, que ce soit pour cette année ou bien l'année prochaine. À bientôt. Et j'attends bien sûr toujours vos commentaires, ils sont les bienvenus, ainsi que vos questions.